Bonjour à tous, je suis actuellement en présence de 5 étudiants, voilà, de l'université Clermont-Ferrand qui souhaitent avoir un peu plus d'informations sur leur orientation professionnelle. J'interviens en termes de conseils et je les oriente suivant leurs questions par rapport à leur orientation professionnelle dans le développement durable, dans la transition énergétique. Donc, je me présente dans un premier temps. À la base, moi-même, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai étudié dans mon pays, en Côte d'Ivoire, jusqu'au baccalauréat. Et par la suite, par passion, j'ai voulu faire un diplôme d'ingénieur, soit en énergie, soit en aéronautique. Donc, j'ai travaillé dur à l'école pour avoir une bourse d'études, pour faire des études de cycle d'ingénieur en France. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai fait 2 années de classe préparatoire, physique, technologie des sciences de l'ingénieur. Alors, j'ai voulu choisir les classes préparatoires parce que euh, c'est un cycle sur 2 ans qui permet d'avoir plusieurs choix entre différentes écoles d'ingénieurs de différentes spécialités. C'est un cycle sur 2 ans qui permet de rentrer dans des écoles de renommée internationale comme l'école X, comme les écoles arts et métiers Paris-Tech, des écoles d'ingénieurs arts et métiers Paris-Tech. Donc, la raison pour laquelle, et suivant également mes compétences qui m'ont permis d'être validée pour les 2 années de classe préparatoire, j'ai choisi les classes préparatoires avant de débuter réellement mon cycle d'ingénieur. Alors, il y a d'autres étudiants qui n'ont pas vraiment 18 de moyenne à l'école, en terminale scientifique, mais qui utilisent d'autres parcours comme le DUT, ou la licence pour entrer dans des écoles d'ingénieurs spécialisées qui leur permettent voilà, d'exercer, d'avoir de faire la formation et d'exercer leur métier par la suite. Donc, moi, j'ai fait 2 années de classe préparatoire, physique, technologie des sciences de l'ingénieur. À la fin de mes 2 années de classe préparatoire, j'ai eu accès à pas mal d'écoles. Mais comme j'ai voulu choisir entre aéronautique et énergie, finalement, j'ai pris énergie parce que l'énergie, c'est la source de tout. Un corps humain fonctionne avec de l'énergie. Sans énergie, l'ordinateur, il ne marche pas. Le corps humain a besoin d'énergie pour la santé, pour vivre. Donc, l'énergie, c'est la base, c'est la source de tout. Sans énergie, rien n'existe. Donc finalement, j'ai dit, je décide de prendre l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, si on change l'énergie du monde, on transforme tout le monde. Enfin, tout le monde entier, je veux dire. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de transition énergétique. On parle d'une modification de notre mode de vie, d'une modification de nos besoins, de nos activités vers un nouveau monde qui va permettre de s'adapter également au développement durable, à l'environnement, au réchauffement climatique. Donc l'énergie, c'est la base, c'est la source de tout. Donc finalement, j'ai pris l'énergie parce que avec l'énergie, on peut travailler dans n'importe quel secteur d'activité. Ça peut être l'aéronautique. Aujourd'hui, par exemple, avec le développement de l'hydrogène, il y a pas mal d'études en cours pour essayer de modifier la source d'énergie d'un avion qui est du kérosène en de l'hydrogène. Donc, on est en train de travailler sur d'autres formes d'énergie qui permettent de réduire l'impact carbone et de pouvoir atteindre nos objectifs de développement durable. Donc, l'énergie, c'était la base de tout. Pour moi, c'est tout, c'est mon monde. Voilà, donc même le système informatique, l'ordinateur sur lequel on programme, même sans énergie, sans électricité, on ne peut pas charger un ordinateur, hein. Donc l'énergie, c'est la base de tout. Raison pour laquelle j'ai dit je pars sur l'énergie. Avec ça, j'ai plusieurs orientations après mon diplôme d'ingénieur de pouvoir travailler dans différents secteurs variés et de pouvoir vraiment m'épanouir dans mon domaine d'activité. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi l'énergie et j'ai choisi le réseau Polytech. Donc, j'ai fait 3 années après mes classes préparatoires, j'ai fait 3 années de cycle d'ingénieur à l'école Polytech Montpellier, spécialité génie énergétique et énergie renouvelable. Et puis, par la suite, j'ai fait 1 an de master en économie du développement durable, du transport et de l'énergie
à l'université de Grenoble-Alpes. Et en parallèle, donc, je travaillais. Donc, j'ai eu un premier travail en Suède sur un projet de construction de centrales de biomasse. J'étais la seule femme parmi des milliers d'hommes. La seule femme et la seule africaine. Voilà. Et j'étais manager, j'étais ingénieur manager dessus ce projet de centrale de biomasse. Donc moi, aujourd'hui, je dis les femmes, elles sont capables, elles sont intelligentes, elles sont capables de tout. Voilà. Donc, faut oser et voilà. Donc, c'était un projet de construction d'une centrale. C'était pour la première fois pour moi d'arriver sur un site de construction, de superviser des constructions et de vraiment d'apprendre toute la chaîne de construction d'une centrale de production d'énergie. Donc, bien entendu, c'est une centrale de production d'énergie verte. Alors, j'ai travaillé en Suède et par la suite, quand j'ai fini mon contrat en Suède, je suis rentrée en France. Voilà, j'ai une proposition à Dijon sur un projet régional lié au déploiement de l'hydrogène vert pour le transport. Donc, c'est un projet qui m'a intéressée. J'ai accepté parce que c'est un projet qui demande, en fait, on va dire, l'optique, c'est de travailler avec les jeunes. Pour pouvoir développer des innovations liées au transport durable. Donc, pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je travaille actuellement sur ces beaux projets qui vont voir le jour l'année prochaine. Et donc, en parallèle également, j'ai ma propre entreprise qui me permet de développer mes propres activités dans le développement durable, dans l'énergie, que ce soit dans l'ingénierie, dans le management, dans la recherche d'investisseurs, de partenaires. Et j'ai créé une petite partie de mon activité. J'ai décidé de consacrer une partie de mon activité aux jeunes qui viennent après nous. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on est dans un monde en pleine transition, en pleine perturbation. Et nos jeunes ont besoin de conseils. C'est vrai, aujourd'hui, il existe ONICEP. ONICEP, c'est un organisme de l'État dédié à l'orientation professionnelle des jeunes, des lycéens, des collégiens, des étudiants, pour le choix de leur formation, pour le choix de leur métier. ONICEP travaille en partenariat avec les lycées, les collèges, les universités également. Je ne sais pas si au sein de votre université, de votre organisme, vous avez eu à échanger avec ONICEP. Mais force est de reconnaître que ce n'est pas vraiment suffisant. Ce n'est pas suffisant. Raison pour laquelle je vous vois aujourd'hui me poser des questions sur des préoccupations professionnelles qui sont importantes pour votre avenir, pour votre devenir. Donc, voilà, après avoir échangé avec vous sur vraiment ce que je suis, qui je suis et pourquoi je veux aujourd'hui conseiller ceux qui me suivent dans les métiers du développement durable. Pas seulement l'énergie. Aujourd'hui, il y a le digital, il y a la robotique, il y a l'automatisation des systèmes. Il y a également le développement de la santé numérique. Il y a pas mal d'innovations aujourd'hui dans différents secteurs d'activité parce qu'on est en pleine transition. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions et vraiment faire de mon mieux pour que, voilà, par la suite, tout aille bien. Je serai également disponible pour la suite, pour vous accompagner. Voilà, voilà, voilà. Et je voulais également vous dire que sur mon site web, j'ai rédigé un article vraiment pour répondre à vos questions. Je vous invite vraiment à aller sur mon site web, c'est www.psychogène.com. Dans l'onglet articles, il y a vraiment un document PDF que vous pouvez télécharger où j'ai vraiment détaillé. J'ai vraiment un peu plus mis l'accent sur les énergies renouvelables. Mais je compte à l'avenir faire également un article ou un ou plusieurs articles pour la robotique, pour les systèmes embarqués, pour le digital, pour voilà, bien d'autres. Enfin, selon l'entreprise McKinsey, il y a 12 métiers qui seront développés après la transition énergétique.
dont les énergies renouvelables, le digital, même au niveau de la santé, la robotique, l'automatisation des systèmes, les systèmes embarqués, les systèmes d'information. Voilà, donc il y a 12 grands métiers qui ont été... voilà. Donc moi, je suis là, je suis disponible pour vos questions. Je vous écoute. À commencer par Shaima ou Ilham ou Amidou. Euh, Bon, je prends Shaima d'abord parce que c'est elle qui a voulu enregistrer. Bonjour, en fait, je voulais savoir, j'ai beaucoup de questions à vous poser. La première est, quelles sont les opportunités d'emploi pour un ingénieur en énergie renouvelable? Alors, pour un ingénieur en énergie renouvelable, il y a deux catégories. On a d'abord la catégorie technique et la catégorie commerciale. Un ingénieur, quand il sort de l'école, soit il se sent plus à l'aise dans l'ingénierie commerciale, mais appliquée aux énergies renouvelables, soit il se sent plus à l'aise dans l'ingénierie technique. Quand on commence par l'ingénierie technique, c'est quoi? C'est de l'ingénierie liée au développement des études, donc l'ingénierie, les études de faisabilité. C'est également une partie liée à l'innovation technologique, c'est-à-dire au développement. C'est-à-dire que l'ingénieur fait appel à son génie intérieur pour développer un système, une machine qui va produire une certaine capacité d'énergie et qui va pouvoir répondre à un besoin manquant sur le marché. Donc, il y a vraiment deux portes. Et l'ingénieur technique en entreprise, il travaille en tant que chef de projet. Il travaille en tant que chef de projet, il travaille en tant qu'ingénieur d'études. Bon, au départ, ça commence en stagiaire d'études, après ingénieur d'études, après ingénieur de projet. Ah, ça augmente, hein. Et plus ça augmente, plus le salaire augmente aussi. Donc, stagiaire d'études, ingénieur d'études, ensuite ingénieur de projet, après chef de projet. Alors, le passage d'ingénieur de projet à chef de projet, ça signifie que il y a une partie management, gestion qui s'applique, qui se rajoute aux compétences techniques de l'ingénieur en tant qu'ingénieur d'études. Donc, après l'ingénieur de projet, on a le chef de projet. Après le chef de projet, on a le directeur technique de l'entreprise. Donc, le chef de projet, après 5 années d'expérience ou 10 années d'expérience de chef de projet en entreprise, il est possible pour l'ingénieur technique de formation de base de devenir directeur technique d'une entreprise, directeur technique de projet, de construction, etc. Par la suite, si jamais il rajoute des compétences commerciales, il peut devenir directeur d'entreprise. Alors, ensuite, l'ingénieur commercial. Donc, l'ingénieur commercial, c'est vrai, il a été diplômé de l'école d'ingénieur. Il a des compétences techniques, mais il se sent plus à l'aise dans le côté commercial de sa filière. Alors, l'ingénieur commercial, c'est-à-dire qu'il fait de la prospection, il fait du développement de projets, c'est-à-dire qu'il fait de la prospection, ça signifie qu'il fait des recherches de nouveaux projets sur le marché qui pourraient intéresser son entreprise et qui pourrait permettre à son entreprise de réaliser un chiffre d'affaires. Donc, en général, c'est un ingénieur qui n'est pas trop axé sur les études, la technique, les calculs mathématiques, les fichiers Excel et tout. Mais lui, il est là, il fait que les recherches de devis, des petits calculs, de chiffres d'affaires d'entreprise. Voilà, il a des objectifs plus entrepreneuriaux, de se faire plus d'argent. L'ingénieur technique, c'est quoi? Lui, il est tellement passionné par la technique que l'argent derrière, c'est pas un problème. D'abord, il innove, il utilise ça, la technique, il innove. Et après viendra peut-être le succès. Mais l'ingénieur commercial, lui, c'est vrai, c'est plus les projets, la recherche de projets, la prospection de projets, le chiffre d'affaires, l'argent, voilà, les revenus de l'entreprise. Et puis, par la suite, on va dire que l'ingénieur commercial, au début, il a un meilleur salaire que l'ingénieur d'études.
C'est marrant. On se dit quelqu'un qui est très intelligent, qui est ingénieur technique, qui bosse beaucoup dans l'entreprise, il gagne moins que l'ingénieur commercial. Ouais, c'est le marché du travail, c'est le marché de l'entreprise, c'est le monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, pourtant l'ingénieur commercial, il a qu'à appeler, à prospecter. La prospection, ça peut être la prospection téléphonique ou la prospection par mail. Voilà, son travail n'est pas compliqué. Mais pourquoi il gagne plus que l'ingénieur technique? Bon, c'est le monde de l'entreprise. Hein. Pourtant, celui qui utilise plus la matière grise, c'est l'ingénieur technique. Bon, donc voilà, l'ingénieur commercial, lui, il devient ingénieur commercial. Donc, ingénieur commercial de vente de produits, ça peut être des ventes de produits d'équipements solaires, si on prend le cadre de l'énergie solaire, ou de toute autre forme de projet lié au développement durable, ou bien ingénieur commercial dans les projets, ou ingénieur commercial dans les matériaux de construction, voilà, mais lié au développement durable. Donc voilà. Et en fait, l'ingénieur commercial, s'il est très doué dans ses compétences, dans l'énergie, il peut, au bout de 2 ans, 3 ans, devenir un manager, quoi, un manager d'équipe, pendant que l'ingénieur technique, il est toujours le chef de projet et il travaille sous la direction du manager d'équipe qui a commencé ingénieur commercial et qui a le même diplôme que l'ingénieur technique. Voilà, c'est la réalité aujourd'hui en entreprise parce que je vais vous dire que j'ai 4 années d'expérience de travail en entreprise et voilà, ce sont mes ressentis qui sont là aujourd'hui, qui existent sur le marché. Donc voilà, donc ce qui fait que le manager d'équipe, il recrute un chef de projet qui a voulu se spécialiser dans l'ingénierie technique et qui sait vraiment pas forcément aussi s'il a des compétences commerciales. Sauf que lui, il est tellement passionné de technologie que voilà. Donc, l'ingénieur commercial peut facilement devenir, après, au bout de 3 5 ans ou 10 ans, facilement un manager d'équipe d'une entreprise. De manager d'équipe d'une entreprise, il devient après directeur commercial. Et de directeur commercial, lui peut devenir plus facilement directeur d'agence ou directeur d'une filiale d'une entreprise, très facilement, plus vite que le directeur technique. Donc, voilà les deux débouchés d'un ingénieur. Et bon, parfois aussi, il y a des ingénieurs qui ont les deux compétences. Ils sont à la fois techniques et commerciales, comme moi. Voilà, ils ont les deux compétences, il faut les deux. Technique, commerciale. Par exemple, moi, je suis à la fois salarié, mais aussi j'ai ma propre entreprise. Quelqu'un qui n'a pas vraiment des compétences commerciales, c'est un peu difficile de démarrer une entreprise et de faire un chiffre d'affaires et de trouver des projets. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au final, l'ingénieur technique, il reste vraiment longtemps dans l'entreprise jusqu'à avoir vraiment un statut un peu plus élevé, mais l'ingénieur commercial, il évolue plus vite. Voilà. Si vraiment il sait vraiment ce qu'il veut et qu'il est spécialisé sur ses objectifs, il évolue vraiment plus vite. Et bon, son salaire est nettement plus élevé que l'ingénieur technique. Mais la réalisation de l'ingénieur technique peut permettre d'avoir peut-être une célébrité dans son invention technique, voilà, mais, ou dans la réalisation de ses projets. Mais voilà, il faut vraiment un chemin pour ça. Et c'est l'ingénieur commercial qui est plus vu en avant. Voilà, il est plus mis en avant dans l'entreprise. Et Est-ce madame, que j'ai... Mhm. et madame, quels sont les critères pour passer d'un poste à un autre? C'est-à-dire, par exemple, si on prend un stagiaire d'études, comment Mhm. il va faire pour passer d'un stagiaire à un ingénieur d'études? Sur quels critères Ah, on se base en fait? ah oui, si, ce critère est basé sur la reconnaissance du diplôme, la validation du diplôme d'ingénieur ou du master. C'est le critère pour passer de stagiaire à ingénieur, c'est-à-dire de stagiaire à salarié ingénieur. C'est-à-dire que le stagiaire a validé son stage, il a bien travaillé au sein d'une entreprise et il a validé son stage de fin d'études en école d'ingénieur ou en master
qui lui vaut le diplôme. Et grâce à ce diplôme, il peut être embauché dans l'entreprise où il a réalisé son stage, si on lui fait la proposition d'embauche, et si vraiment il a fait bonne impression, ou être embauché dans une nouvelle entreprise par la suite. Donc, c'est le diplôme. C'est le diplôme. Le diplôme, ça permet de changer son statut administratif. Ça permet de changer, d'avoir un meilleur salaire, pas un salaire de stagiaire. Euh, et puis, ça permet de réaliser pas mal de choses voilà, dans l'entreprise et également dans la mission qu'on nous donne au sein de l'entreprise en tant que nouveau salarié ingénieur, jeune ingénieur junior. Donc, voilà, après le statut de stagiaire, on passe à un statut d'ingénieur junior. Au bout de 5 ans, l'ingénieur junior devient un ingénieur intermédiaire. Donc, quand vous allez postuler en ligne, vous verrez qu'en termes de nombre d'expériences, on dit junior. Donc, junior, c'est entre 0 et 3 ans d'expérience. Intermédiaire, c'est entre 3 ans et 5 ans d'expérience. Et le statut expert, c'est à partir de 5 ans jusqu'à 10 ans d'expérience, quoi. Minimum. Minimum 5 ans d'expérience. Mais c'est le diplôme. Donc aujourd'hui, l'important, c'est de savoir, de connaître déjà les besoins sur le marché. Quels sont les besoins actuels sur le marché? Et en fonction de ces besoins, de définir quels sont les secteurs d'activité les mieux vus, les mieux payés. Et puis, en fonction de ces secteurs d'activité, cibler par rapport à ces secteurs d'activité les compétences que l'on a et ce qu'on aime, on voudrait faire. Donc, voilà, c'est vraiment toute une réflexion, tout un chemin, et puis au fur et à mesure, on avance. Madame, pour Mhm. votre cas, est-ce que vous avez effectué beaucoup de stages avant d'être embauché ou non? Pas beaucoup. Non, non, moi, dès que j'ai fait mon stage dès que j'ai fait mon stage de fin d'études, alors mon stage de fin d'études, je l'ai fait aux Pays-Bas. Je l'ai fait aux Pays-Bas, mon stage de fin d'études. C'était un stage lié à l'innovation et au stockage de l'énergie dans le transport durable. Et je l'ai réalisé aux Pays-Bas avec des félicitations de mon employeur et puis de l'entreprise. Voilà, j'ai réussi mon stage de fin d'études. Et ce stage de fin d'études-là m'a permis de valider mon diplôme. Et par la suite, j'ai eu une nouvelle mission de la part de mon employeur en Suède. Juste, moi, ça a été un coup KO, en fait. Madame, Non, comment vous mais, avez... Oui, oui, vous pouvez mais, mais parler. avant mon stage de fin d'études, en école d'ingénieur, j'ai réalisé deux types de stages. Donc, j'ai fait un premier stage de découverte en entreprise. Ça, c'est en première année d'ingénieur. C'est un stage d'1 à 2 mois en été. Donc, c'est un stage qui permet de découvrir l'entreprise, le monde de l'entreprise, le monde des travailleurs, des salariés, et voilà, s'intégrer et puis de commencer dans un premier temps des petites missions liées à sa filière. Donc, ça, c'était le premier stage que j'ai réalisé. Ensuite, j'ai réalisé un deuxième stage, voilà, qui est plutôt un stage, on va dire, un premier stage typique ingénieur. Voilà, c'est un stage de 3 à 4 mois en deuxième année d'ingénieur. Moi, je l'ai réalisé à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc à Nice-Sophia Antipolis. Et par la suite, le troisième stage, c'est le stage de fin d'études. Et après le stage de fin d'études, dès qu'on a le diplôme, si tu bosses bien en entreprise, on peut t'embaucher directement dans cette entreprise. Mais si tu as foutu là, tu as bien bossé, mais tu n'as pas bien travaillé avec les collègues parce qu'au sein de l'entreprise, c'est vrai, les compétences sont très, très importantes. Mais il y a aussi l'attitude, le comportement de l'employé et sa réaction, la manière dont il réagit avec les collègues au sein de l'entreprise, l'ambiance qu'il crée au sein de l'entreprise, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Mais moi dès que j'ai eu
après mon stage de fin d'études, j'ai eu un contrat de travail tout de suite en Suède. J'ai eu un contrat de travail, mais ça ne m'a pas également empêché de continuer également ma formation de master en économie du développement durable à l'Université de Grenoble-Alpes. C'était une formation que j'ai fait à distance pendant que je travaillais et c'est le travail que je faisais en Suède qui m'a permis de valider en fait la formation en termes de stage. C'est-à-dire que c'est un travail, c'était un peu comme de l'alternance. C'est-à-dire que c'est un travail à temps plein. Je Parallèle. faisais voilà, en parallèle et je faisais la formation à distance. Je recevais les cours, j'ai passé les examens. Et puis, il y a un semestre, c'est-à-dire qu'il y a un semestre pour les cours et un semestre pour le stage. Et du coup, voilà, celui qui réalise la formation, s'il a déjà un travail, son travail peut lui permettre de valider le master. Il a juste à repérer un sujet au sein de son travail qui lui permet de rédiger un mémoire pour valider le master. Donc, c'est ce qui a été mon cas. Donc, j'ai travaillé en même temps et puis j'ai validé mon master Bac plus 6 en fait. Ah ben, Et puis, voilà. Et par la suite, ouais, par la suite, je suis rentrée en France et je suis en Bourgogne-Franche-Comté maintenant. Toujours dans l'innovation. Dans l'innovation. Aujourd'hui, on travaille sur la mise en place de nouveaux véhicules de transport qui vont fonctionner à l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène, c'est le carburant futur. C'est celui qui va remplacer le diesel, l'essence, le pétrole. Voilà. Il est produit à partir des énergies renouvelables et voilà, c'est l'avenir. Donc, on travaille actuellement sur l'avenir, sur ça. Mais force est de reconnaître que il y a il y a également des étudiants quand ils finissent le stage de fin d'études, ils ont quand même du mal à trouver un boulot. Alors, ça dépend des périodes. Moi, je reconnais que la vidéo sera diffusée sur YouTube, peu importe celui qui entend. Mais force est de reconnaître que moi, j'ai eu mon diplôme à l'année 2015-2016. Et en ce moment-là, le taux de chômage en France, il était très élevé. On va dire, sous la présidence de M. François Hollande. Le taux de chômage était trop élevé. Et moi, dans ma promotion, on était presque 80% à quitter la France pour aller travailler dans d'autres pays qui reconnaissent également le diplôme d'ingénieur. Voilà, le diplôme d'ingénieur qu'on a en France, il est reconnu au niveau international. Moi, je salue la formation en France parce que c'est la meilleure formation en Europe. Moi, j'ai fait des pays de l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède. Je ne dis pas que les formations en Suède ne sont pas bien, mais la France est reconnue parce qu'elle délivre la meilleure formation. Et cette formation est reconnue au niveau international, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays de l'Union européenne. Et tu as les mêmes valeurs et les mêmes conditions salariales et encore mieux. Et encore mieux. Moi, j'avoue que moi, pour mon diplôme d'ingénieur, j'étais mieux payée dans d'autres pays de l'Union européenne qu'en France. Je le dis. Mais j'aime la France, je suis rentrée. Non, je le dis. Et donc, quand je suis rentrée en France, l'année où je suis rentrée en France, c'est pendant cette année que François Hollande a quitté le pouvoir et que Emmanuel Macron est venu. Et il faut reconnaître que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, la courbe du chômage a baissé. Il y a eu plus de facilité de trouver du boulot et des CDI ici en France et de travailler sur de nouveaux sujets liés à l'innovation qui fait appel aux jeunes et pas on va dire aux personnes expérimentées de 10 ans, de 5 ans. Je veux vous dire un truc. Quand moi j'ai eu mon diplôme, que j'ai postulé ici en France, à chaque fois qu'on recevait ma candidature, on me disait, oui, vous êtes trop, vous avez un profil junior, on recherche plus un profil expérimenté, voilà, voilà, voilà. Je dis, mais il faut juste me tester pour savoir mes compétences. C'est pas parce que j'ai un profil junior que je peux pas faire le travail de quelqu'un qui a 4 ans d'expérience. Parce que l'intelligence n'a pas d'âge.
L'intelligence n'a pas d'âge. On devient junior avant d'être expérimenté. Ils ne comprenaient pas ça. Ça, c'était au temps de François Hollande. Tu comptes 80% de ma promotion. On était tous. Il y a d'autres qui étaient allés au Japon. Il y a d'autres qui étaient allés aux Pays-Bas. Il y a d'autres qui étaient allés en Suède, en Allemagne. Franchement, États-Unis, etc., etc. Il y a d'autres également qui ont décidé d'intégrer en fait le contrat VIE, le volontariat international à l'étranger. Alors, le VIE, c'est un contrat qui permet à tous les Français, après leur diplôme, de pouvoir avoir du boulot dans d'autres pays du monde, on va dire, hein, dans d'autres pays du monde autres que la France, et de pouvoir exercer leur métier en fait, voilà, juste après leur diplôme. Ça s'appelle le VIE, Volontariat international à l'étranger. Donc, et honnêtement, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, je vous dis que quand moi je suis rentrée, en plus ça a causé le fait que mon contrat en Suède était fini, et puis je suis rentrée. J'ai mis 2 semaines, 2 semaines après, j'ai trouvé du boulot. Hein. 2 semaines après, j'ai été embauchée. Hein. Après, c'est vrai, j'ai été embauchée parce que les expériences que j'ai eues aux Pays-Bas, en Suède, étaient très utiles pour le poste pour lequel j'ai été embauchée. Mais je n'étais pas la seule. Même j'ai d'autres collègues de promotion qui sont rentrés. J'ai un collègue qui est rentré du Japon et qui a postulé pour une entreprise à Montpellier. Et dès qu'il est rentré, il a eu du boulot. Donc voilà, je veux juste dire que aussi, ça dépend des tendances du pays, du marché. Parfois, si ça ne va pas, sûrement que si ça ne va pas en France, ça ira dans un autre pays. Aujourd'hui, on est dans un système de mondialisation. On est tous des citoyens du monde. Donc, voilà. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Oui, 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 exactement. Merci bien. Voilà. Donc, moi, par la suite, je pourrais vous envoyer également par mail des organismes qui permettent, même si vous êtes par exemple étranger, que vous ne pouvez pas utiliser par exemple le contrat VIE qui est un contrat spécifique uniquement pour les Français. Les étrangers, qu'est-ce qu'ils font qui ont le titre de séjour? Donc voilà, je connais aussi d'autres organismes qui permettent également aux étrangers de travailler également dans d'autres pays du monde. Hein. Ça peut être en Europe, pas seulement, même en France, en Europe, d'avoir un boulot juste après leur diplôme d'ingénieur dans d'autres pays du monde, en fait. Parce que moi aussi, j'étais étranger. Voilà. Donc, Madame, une petite question, c'est par rapport au processus de demande de stage. Si on mhm. est étudiant en deuxième année et on veut effectuer des stages, comment ça se passe? Ouais. C'est par une lettre de motivation et on postule en ligne ou comment ça se passe? Alors, si par exemple, le deuxième année d'ingénieur et que vous souhaiteriez faire une demande de stage, il va falloir faire un CV qui reprend tout votre parcours depuis, bon, on va pas dire depuis la primaire, mais les classes de primaire, pardon, je dis la primaire, depuis les classes de primaire, mais qui reprend vraiment votre parcours jusqu'au stade où vous êtes actuellement et une lettre de motivation qui reprend votre formation, vos compétences et vos motivations pour le poste ou pour le type de stage que vous recherchez et qui inclut également la filière. Et puis par la suite, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, vraiment, il y a un réseau. Il y a un peu une différence, c'est vrai, avec les universités. Mais l'université aussi, à la base, c'est international, c'est un réseau. Donc, parfois, le réseau d'une école d'ingénieur ou d'une université s'est construit sur la base soit d'un groupe d'entreprises et par exemple, les anciens de l'école d'ingénieur ou de l'université euh, peut-être sont à la tête de certaines entreprises ou soit qui travaillent dans des entreprises qui peuvent demander des stagiaires voilà, via leur ancienne école ou ancienne université. Donc, parfois, utiliser également le réseau de l'école ou de l'université, voilà, se renseigner sur une adresse de contact d'entreprise de l'université pour pouvoir postuler pour un stage. Ça aide beaucoup. Sinon, ça, c'est en candidature spontanée. Sinon, postuler en réponse à une offre.
Voilà. Donc, il y a pas mal d'entreprises également qui proposent chaque année des stages. Donc, là, dans ce cas, il faut plus chercher sur LinkedIn. Comme je vous ai dit, pas mal d'entreprises ont leur page sur LinkedIn, ils proposent des offres d'emploi et vous pouvez postuler via LinkedIn directement aux offres d'emploi aux offres d'emploi ou de stage en réponse à une offre de stage, par exemple, que l'entreprise a publiée sur sa page LinkedIn. Sinon, aujourd'hui, il y a aussi l'APEC. Le site de l'APEC, qui est un site également qui propose tout ce qui est offre de stage et emploi des entreprises. Il y a également le site de Pôle emploi. Honnêtement, moi, je n'ai jamais trouvé Moi aussi. ça très productif. Mais l'APEC, j'aime mieux. Je classe l'APEC en numéro 1, Pôle emploi en dernier, quoi. Donc, non, je dis, mais voilà, suivant mes expériences, je dis pas non, mais honnêtement, j'ai jamais eu de boulot avec Pôle emploi. Mais quand même, j'ai déjà réalisé des entretiens avec l'APEC qui ont marché. Donc, surtout le réseau de l'entreprise. Moi, franchement, pour mes expériences, mes 2 premières expériences, c'est plus le réseau de l'entreprise. Je dis l'entreprise, le réseau de l'école. Le réseau de l'école. Parce que l'école a un réseau d'entreprises. Et ces entreprises-là, en fait, en général, c'est les anciens de l'école qui ont déjà été diplômés, qui travaillent dans ces entreprises, qui ont déjà travaillé dans cette entreprise. Tous les élèves qui ont réalisé des stages, qui étaient des anciens de l'école, qui ont été diplômés de l'école, voilà, les entreprises dans lesquelles ils ont réalisé ces stages-là constituent en fait une bibliothèque pour en fait l'école ou l'université, l'école d'ingénieur université. Et donc, c'est bien d'avoir accès à un annuaire. Demander ça. Les universités permettent aux élèves aux étudiants d'avoir accès. Chez nous, on doit faire l'école d'ingénieur. Donc, voilà, tu demandes accès à cet annuaire et tu as toute une liste d'entreprises avec les adresses mail et vas-y, boum, tu postules. Moi, mon premier stage d'ingénieur et mon deuxième stage d'ingénieur, c'était le réseau de l'école. Ok. Après, aux Pays-Bas, c'était un autre réseau. C'était plus un autre organisme international via lequel j'ai postulé pour les Pays-Bas. Donc, réseau d'entreprise, de l'école ou de l'université, l'APEC. Ouais. L'APEC. L'APEC, je valide Pôle emploi en dernier. Voilà, pour mieux vous conseiller. Après, on ne sait jamais. Hein. Chacun a sa chance, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà, voilà. Madame, Oui. aujourd'hui, étant entrepreneur et salarié à la fois, quelles sont les difficultés que vous rencontriez dans l'exercice de votre profession? Les difficultés, c'est-à-dire, Les donc, obstacles. C'est-à-dire les erreurs de travail prises et dans votre domaine de travail. Les difficultés. ouais, voilà. Bon, honnêtement, tout est une question d'organisation, de planning. C'est vrai, au travail, je bosse de 8 heures jusqu'à 18 heures. Mais en dehors de mes heures de travail, je travaille sous mon statut entrepreneur. Mais tout est une question d'organisation de l'emploi du temps pour pouvoir respecter les rendez-vous. Et puis également, il doit avoir des heures dans l'emploi du temps pour se reposer, pour respecter les rendez-vous hors boulot. Et puis, voilà, assurer les missions hors boulot, en fait. Mais la réponse que je peux te dire, c'est vraiment l'organisation. Avoir un planning bien fait et bien respecté. L'organisation et le respect de son planning. Et on va dire D'accord. même tout le monde, même les ingénieurs qui travaillent en entreprise, mais qui sont pas aussi entrepreneurs, l'organisation, le planning, c'est très important
Parce que quand ton planning il est bien organisé avec toutes les activités, tu arrives à exploiter ton temps correctement et tu arrives également à réaliser toutes les activités que tu souhaites réaliser. Donc, c'est très, très, très important l'organisation et il faut aussi assez d'énergie, de courage. Il faut aimer ce qu'on fait, sinon on peut abandonner en plein milieu du chemin. Ouais. Mais l'important, c'est d'aimer, de faire un choix qu'on a voulu, d'aimer ce qu'on fait, d'être courageux, de ne pas baisser les bras et d'être organisé et de planifier correctement toutes ces activités et de les respecter en temps voulu. Ok. Voilà, voilà, voilà. Ok. Madame, Mhm. lorsque vous êtes partie aux Pays-Bas pour votre stage, vous n'avez pas rencontré des problèmes de langue, vu que je ne sais pas si vous parlez anglais ou français. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, honnêtement, pour avoir un diplôme d'ingénieur en France, il faut valider des compétences en langue en anglais, qu'on appelle le TOEIC. Voilà, un étudiant qui n'a pas un minimum de points en TOEIC ne peut pas valider son diplôme d'ingénieur. Alors, à l'université, c'est un peu différent. À l'université, pour avoir le master, on demande de valider quelques compétences en anglais parce que l'anglais est une matière, mais ce n'est pas un autre level comme en école d'ingénieur. Il faut vraiment bosser l'anglais pour avoir le TOEIC. Donc, moi, déjà, j'avais mon TOEIC. Mais c'était de l'anglais, comme on est en France, on parle jamais l'anglais. Donc, l'anglais, il est à un niveau très bas. Hmm. Ça, Donc, quand je suis partie aux Pays-Bas, au début, j'ai eu quelques difficultés avec l'accent néerlandais qui parlait l'anglais. Alors, j'entendais que du chinois. Excusez-moi du terme, le chinois. J'entendais que. Mais avec le temps, à force d'échanger avec. Parce que l'anglais, honnêtement, les langues étrangères, ça s'apprennent facilement à l'oral plus qu'à l'écrit. L'écrit, c'est bien pour connaître la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire, apprendre les mots, savoir faire les phrases. Mais derrière, si on ne parle pas très couramment la langue, c'est difficile de s'en imprégner, de vraiment bien s'exprimer. Donc, les débuts, c'était pas simple. Les premiers 2 mois, c'était pas très simple. Mais au fil du temps, j'ai eu l'habitude de comprendre les accents, les mots, de pouvoir placer, comprendre les mots, comprendre ce qu'on me dit et de donner des bonnes réponses. Donc, ce qui fait que après mes 6 mois aux Pays-Bas, je maîtrisais vraiment l'anglais à l'oral. Il faut minimum 6 mois. Après, je suis allée en Suède. Là-bas aussi, c'était en anglais. Mais là-bas, c'était encore mieux. Je m'exprimais très facilement. C'était très fluide. Aujourd'hui, je parle comme une Américaine. Je parle. Hmm. Mais voilà, c'est vrai que les débuts sont pas simples. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir faire son travail correctement. Et puis, au début, en fait, c'est pas que je n'arrivais pas à m'exprimer, mais j'étais très lente. J'étais très lente et je mettais du temps à comprendre la phrase qu'on me dit. Tu imagines si on me dit 2 phrases, je prends 20 minutes pour comprendre 2 phrases. Et surtout, en fait, par exemple, un Hollandais, il a son accent hollandais à lui à cause de sa langue. Et avec son accent, il parle pas l'anglais comme un anglophone, c'est-à-dire comme quelqu'un de Royaume-Uni ou Amérique. Il parle l'anglais avec l'accent néerlandais. Alors, tu imagines la langue néerlandaise qui est un peu comme la langue allemande. Hein? Avec cet accent, on parle l'anglais. Donc, tu imagines qu'est-ce que tu entends? Non, mais du coup, au début, non. Madame? Je me rappelle un jour, on me parlait d'un dessert. Moi, j'entendais le désert. Non, juste pour dire que voilà, au début, c'est très lent. Mais au bout de 2 mois, ça va, on commence à s'y habituer.
on a des amis autour, on commence à s'intégrer dans le pays. Donc, on n'échange pas seulement avec les employés du travail, mais également les amis, les nouveaux amis. Voilà, donc ce qui fait qu'après, ça commence à... Oui, je suis là. Je t'écoute pour la prochaine question. Madame, Allô? Oui, oui, je suis là. ah, j'ai dit, avec, avec votre discours, nous avons bien compris plusieurs choses à travers votre parcours et mes amis aussi ont posé des questions qui ont fait l'objet de répondre à plusieurs de mes questions. Et j'ai deux petites questions ici à vous poser. Oui. Quelle est la rémunération d'un ingénieur et aussi quels sont les horaires d'un ingénieur énergie renouvelable? Ok, en France et en Europe de façon générale, un ingénieur a droit à 39 heures de travail, entre 39 et 40 heures de travail par semaine. Voilà. Entre 39 heures et 40 heures de travail. En Suède, c'était 40 heures. Pays-Bas, c'est 35 heures. Max, 35 heures max. Mais le truc, c'est que, par exemple, aux Pays-Bas, là-bas, en fait, c'est la production qui compte. C'est-à-dire que l'ingénieur peut gérer son travail comme il veut. C'est vrai, dans le contrat de travail, c'est écrit 35 heures, 39 heures par là. Mais l'employeur, lui, il tient compte du produit que l'ingénieur il donne comme travail à son employeur. C'est la production qui compte. Ce n'est pas le temps de travail. C'est-à-dire que tu peux exploiter ton temps de travail comme tu veux. Si par exemple dans la semaine, tu as droit à 5 jours de travail, mais si toi tu penses que le boulot qu'on t'a donné, tu peux le faire parfaitement en 2 jours, tu le fais et puis après tu te casses, tu fais ce que tu veux. Mais tu auras ton même salaire, ça ne change pas. Tu vois ce que je dis? Oui. Mais en France, c'est pas comme ça. En France, en Suède, là-bas, il faut respecter les heures de travail. Même si tu as une petite tâche à faire que tu peux faire en 2 jours, voilà, tu n'as pas le choix. Tu restes sur place, tu le fais et tu finis, tu attends jusqu'à ce que ton heure arrive pour rentrer. C'est comme ça la France. La France, la Suède, même le Danemark, l'Allemagne et tout. Mais aux Pays-Bas, c'est la production qui compte. Et après, tu peux exploiter ton temps pour d'autres activités. Tu auras ton même salaire. Enfin, c'est l'indépendance là-bas. Merci. Donc, voilà. Comment? Et Allô? quant à la rémunération? Voilà. Au niveau de la rémunération, aujourd'hui en France, on va dire ingénieur d'études, il peut toucher minimum, on va dire 25 000 euros à l'année. Alors, 25 000 euros, c'est le minimum, hein? C'est le minimum. Après, ça augmente. Madame, pour un débutant, il touche 25 000 euros. Pour un Voilà, débutant. 25. Oui, minimum. Minimum. Voilà, Madame, ça c'est minimum. mensuel ou bien? Attends. Un débutant, il touche entre 25 000 euros et 35 000 euros. Ça varie, suivant les expériences. Mais un vrai débutant, on va lui proposer un truc de 25 000 euros, maximum 30 000 euros. Après, quand tu fais 1 an, 2 ans dans l'entreprise, on peut commencer à te proposer 35 000 euros, quoi. Dans une autre entreprise, si tu as 2 années d'expérience et tout. Après, ça dépend. Il faut savoir aussi négocier son salaire, hein. Il y a d'autres qui touchent 40 000, hein, 40 000 euros. 40 000 euros à l'année, ça fait environ 2500 net. 2500 net. Sinon, 35 000 euros, 35 000 euros, c'est le maximum que le débutant peut toucher après son diplôme Ça d'ingénieur. c'est un salaire annuel, non, madame? Annuel, oui. 35 000 euros annuel, ça équivaut à, on va dire, 2 000 euros net. 2 000 euros net. Et dans ça, tu enlèves ton loyer, il te reste 1 500. Et Et puis madame, voilà quoi. quels Mais quand sont tu as un les... CDI, tu peux faire plein de choses. Tu peux investir dans un patrimoine immobilier, tu peux faire des économies, investir dans un patrimoine immobilier, t'acheter une maison, tu peux économiser ton argent et puis par la suite investir dans une entreprise avec un capital et développer ta propre activité. Voilà, il y a plein de choses. Mais ce qui est important, d'abord, il ne faut pas regarder l'argent. Il faut d'abord regarder ton expérience.
te faire le maximum d'expérience parce que c'est demain, avec le maximum d'expérience que tu pourras faire, qui va te servir d'argument pour négocier ton prochain salaire dans une prochaine entreprise. Si ce n'est pas 45 000 cas ou 50 000 cas, désolé, je ne peux pas travailler à la bourre. Voilà. Et quels sont les voyages possibles à travers le monde par ces métiers? Vous aviez cité tout de suite quelques métiers, mais ça c'est en étant stagiaire. Mais si, par exemple, tu es là en train d'exécuter le métier, quels sont les voyages possibles à travers le monde? Allez, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Les États-Unis, ça dépend. Il y a des multinationales qui proposent des postes en Amérique latine. Par exemple, j'ai eu quand même une multinationale qui m'a proposé un poste de chef de projet en Amérique latine et en Afrique. Mais j'avais déjà le poste à Dijon, donc j'avais déjà commencé. C'est pour ça que je n'ai pas accepté. Sinon, vraiment, comme je dis, on vit dans un monde de mondialisation. On est tous des citoyens du monde. C'est-à-dire que quelqu'un, même s'il est originaire d'un autre pays, mais il vit en France, il a le plein droit que quelqu'un qui vit sur le territoire, qui est d'origine française. Voilà, on est tous des citoyens du monde. Il y a des postes également juste spécifiques pour la France. Donc, tout va dépendre de tes convictions, tout va dépendre de tes motivations, de est-ce que tu veux un boulot qui te permet de travailler, de voyager dans le monde, d'apprendre d'autres cultures. Moi, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, honnêtement, j'avais appris en France, mais je voulais voir aussi comment ça se passe dans mon secteur d'activité dans d'autres pays de l'Union européenne. Raison pour laquelle j'ai postulé, je suis partie en Europe. Et cette expérience m'a permis de revenir ici. Et quand je suis revenue ici, c'était vraiment bienvenu pour travailler ici, quoi. Et madame? Mais c'est toujours bien de voir ce qui se passe ailleurs. Oui, je sais. Mais pour le stage à l'étranger, on demande le stage ou bien c'est l'école qui t'offre ou bien c'est l'entreprise? Alors, pour le stage à l'étranger, ça c'est une bonne question. Il y a des modalités en école d'ingénieur qui autorisent l'Erasmus. Donc, l'Erasmus, ça peut être un semestre d'études à l'étranger ou un stage Erasmus à l'étranger. Donc, il y a des écoles, ce sont les écoles en général qui autorisent. Après, voilà, tout va dépendre des conditions de stage autorisées par les écoles. Tout va dépendre de ces paramètres-là, en fait. Mais je pense que même dans les universités, il y a des procédures Erasmus pour faire un semestre d'études dans une filière ou une formation dans un autre pays. Par exemple, il y a l'école Polytech Grenoble qui autorise l'Erasmus au Canada. Il y a l'école ECE Paris, c'est une école en plusieurs spécialités. Ça peut être système embarqué, énergie renouvelable, ingénierie financière. Et eux, dès la deuxième année d'ingénieur, ils ont un programme obligatoire pour tous leurs étudiants. Et en fait, ce programme-là permet d'attribuer à chaque étudiant, je dis bien chaque étudiant, un semestre d'études à l'étranger dans un pays international. L'école s'appelle ECE Paris. Il y a d'autres qui vont en Corée du Sud, il y a d'autres qui vont aux États-Unis, il y a d'autres qui vont en Afrique, il y a d'autres qui vont en Chine, au Japon. Vraiment, il y a vraiment des écoles qui intègrent. Et moi, mon école également intégrait l'Erasmus à l'étranger. C'était un critère également pour valider le diplôme. Alors, il était facultatif, mais ça valait le coup de le faire à cause de l'anglais. Ouais. Merci vraiment. Et une dernière question. Est-ce que le diplôme français est souvent sollicité? Je sais que le diplôme français peut travailler à l'international, mais est-ce que le diplôme est souvent très sollicité à l'étranger? Ah, bien sûr! Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis que le master ou le diplôme d'ingénieur français est reconnu au niveau international. C'est la France. Ah, un peu de respect. Non, franchement, la formation est internationale. Tout le monde sait que la France délivre la meilleure formation en Europe. Ça, je vous le dis de mes expériences. Mais après, dans le travail, les salaires ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'avec ton diplôme d'ingénieur français, tu
pour le même boulot que tu as en France, si tu l'as en Belgique ou aux Pays-Bas ou je sais où, tu vas gagner de meilleures conditions de travail qu'en France. Et moi, je le dis parce que je l'ai vécu. Madame, est-ce qu'un master dans une université est le même qu'un master en Polytech, par exemple, ou pas du tout? Honnêtement, je vais te dire la vérité, ce n'est pas les mêmes compétences. Tu sais, en fait, pour la même filière, il peut s'agir des mêmes professeurs qui délivrent la même formation. Mais l'ingénieur est un peu différent quand même de quelqu'un qui est à l'université, qui a un master. L'ingénieur est plus compétent. Et en termes, comme je disais, la différence entre un master et un ingénieur, c'est le TOEIC. Il y a des étudiants à l'université qui ne savent pas parler l'anglais. Quand on arrive au sein d'une entreprise, moi j'étais dans une entreprise dans laquelle j'étais où j'avais un collègue, on était tous ingénieurs, mais j'avais un collègue qui a fait un diplôme de master. Donc lui, il était pas très bon en anglais. Tous les ingénieurs étaient bons en anglais sauf lui. Dès qu'il s'agit d'anglais, il faut appeler un autre ingénieur. Lui, il parlait l'allemand, il comprenait l'allemand parce que il a fait une partie de sa vie en Allemagne, mais il ne comprend pas l'anglais. Donc, l'anglais aussi, c'est très, très important, même si à ton master, on ne met pas vraiment l'accent sur l'anglais. Moi, je vous conseille vivement de prendre des cours de TOEIC en anglais, de valider, de payer le concours de TOEIC. C'est un concours de 2 heures qui vous permet de valider vos compétences en anglais. Il faut avoir minimum 800 points en TOEIC, même si c'est une compétence en plus, même si ton master ne met pas trop l'accent sur ça, il faut rajouter cette compétence. Parce que quand on regarde dans ton CV, on voit plus de compétences, plus de formations certifiées, c'est un plus, ça fait une différence par rapport à d'autres candidats. Ouais. Donc, quand on voit un ingénieur, on dit normalement l'ingénieur savent parler l'anglais, mais bon, si tu restes ingénieur uniquement en France, tu vas parler l'anglais comme si tu étais en train de parler le français, quoi. I have been... bon. Et madame, quelles sont les autres certifications recommandées dans ce domaine, à part le TOEIC? Alors, à part le TOEIC, je recommande aujourd'hui d'avoir quand même des compétences dans la programmation informatique. Moi, dans ma formation, il y avait des cours de langage C, Java. C'est très important, c'est bien l'énergie. Mais aujourd'hui, tous nos secteurs d'activité sont en train de se digitaliser, sont en train de se numériser. Il est important de maîtriser de la programmation. Parce que même en postulant, ça fera la différence. Quelqu'un qui a été diplômé de ton université, mais qui n'a pas, par exemple, une formation certifiée en programmation informatique, c'est une formation certifiée que tu peux faire en plus, en parallèle, en plus même de ta formation. Vraiment, tu es à l'université ou tu es en école d'ingénieur, tu as tout le temps. Faut pas juste aller en boîte de nuit et faire la fête tous les vendredis soirs avec ses amis. Tu es dans ta bonne période, c'est vrai, pour vivre, mais aussi pour apprendre. Apprendre à avoir les bases qui vont te permettre de faire la différence avec d'autres personnes sur le marché et qui vont accélérer ta recherche de stage ou d'emploi et aussi ta rémunération salariale. Donc, pour moi, la deuxième, honnêtement, la compétence, c'est voilà, l'informatique. C'est très important. La programmation informatique ou le digital, c'est important. Moi, je pense que tout le monde peut y arriver. Hein. Les femmes peuvent programmer, elles peuvent développer des applications pour répondre à des besoins sur le marché. Bon, je ne dis pas que c'est que on est dans un monde de macho, mais les femmes sont aussi intelligentes. Moi, je suis féministe et je crois au pouvoir des femmes. Parce que moi-même, je suis une femme, je crois au mon pouvoir, donc je sais que toutes les femmes peuvent programmer. Tout est possible. Il faut juste s'y mettre un peu et tu verras que c'est facile. C'est une motivation que je te donne, en plus.
Merci. Après, il y a d'autres qui ont des compétences innées en informatique. Hein. C'est des bourreaux de l'informatique. Dès qu'ils touchent à l'écran, ils font la programmation pic-pac. Mais ça, c'est pas grave. Quel que soit le temps que tu mets, l'essentiel, tu es en train d'apprendre et tu vas y arriver. Quand tu arrives, c'est fini, c'est bon. Tout est possible. Madame, si jamais on réussit notre deuxième année, est-ce qu'on peut intégrer Polytech après ou c'est trop tard? Là, là, tu me poses une colle. Je trouve que c'est un peu trop tard. Hein? Sauf pour une intervention vraiment spéciale entre ton université et Polytech. Mais je trouve que c'est un peu tard. Okay. C'est un peu tard. Moi, dans ces conditions, je préfère plus que tu recherches un stage dans ta dernière année qui te permet de valider des compétences que tu cherchais chez Polytech. Tu vois? Voilà, ça dit que puisque ça après tes 2 années, tu seras en dernière année, tu fais ton semestre de formation et puis ton deuxième semestre, tu dois avoir ton stage, tu recherches un stage en rapport avec les compétences que tu cherchais chez Polytech. Tu vois? C'est toujours là, dans la même idée de formation, la même idée de la filière. Mais Et aussi, un autre élément que je voulais te dire, c'est qu'après ton master à l'université, tu peux également postuler à un master, par exemple, en énergie, c'est-à-dire un bac+6, c'est-à-dire que tu as ton master bac+5, tu rajoutes une année de spécialisation dans une école d'ingénieurs, comme par exemple l'école Mines Paris-Tech. Alors, normalement, dans mon article, j'ai défini la plupart des écoles dans l'énergie renouvelable qui délivrent des masters spécialisés, bac+6, après un master que tu as eu à l'université ou un diplôme d'ingénieur. Et le critère, c'est d'avoir ton master. Après, tu rajoutes 1 an. Ça peut être Mines Paris-Tech. Mines Paris-Tech, même l'école Polytechnique X. Voilà. Ces 2 écoles-là, c'est des grandes écoles internationales. Et après ton diplôme à l'université, tu peux rajouter 1 an, t'inscrire à 1 an à Mines Paris-Tech pour avoir un master. Et ce deuxième master-là te permettra également de rentrer dans de grandes entreprises. Ouais. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a pas mal d'entreprises comme ça qui ils connaissent Polytech, ils connaissent Arts et Métiers, ils connaissent Mines Paris-Tech, ils connaissent Polytechnique X. Voilà. Ils connaissent aussi le groupe INSA. INSA aussi. Voilà. Donc, tu as toutes les chances après l'université de rentrer. Polytech ne donne pas de master spécialisé. Polytech ne donne pas de master spécialisé. Le groupe INSA non plus. Mais Mines Paris-Tech, l'école Polytechnique X donne des masters spécialisés. Donc, ça te permet d'avoir ce master dans une école de renommée aussi, même si tu n'as pas fait forcément une école d'ingénieur. Tu vois? Voilà, c'est un peu ça. Ok. Ouais. Et madame, la notion de télétravail existe dans ce domaine ou non? Il n'existe pas pour les ingénieurs en énergie renouvelable, surtout. Oui, pour tous les travailleurs. Enfin, pas seulement les ingénieurs en énergie renouvelable, mais pour tous les travailleurs dans les conditions pas seulement du Covid. Hein. Le télétravail existe avant le Covid. C'est juste que le Covid a créé les conditions que voilà, le télétravail devient primordial par rapport au travail en présentiel. Sinon, parfois, quand un employé, par exemple, ne se sent pas très bien le matin, il va voir le médecin, il prend des médicaments, il prend une demi-journée de congé payé au travail ou une demi-journée d'arrêt maladie. Et après, quand sa demi-journée de congé payé ou d'arrêt maladie se termine, l'après-midi, il peut demander autorisation à son employeur de faire du télétravail. Donc, ça c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas le faire tout le temps, quoi.
avant, il n'y avait pas de crise sanitaire. Donc, si toi, au lieu d'aller au travail, de travailler au bureau, te déplacer, tu préfères rester à la maison, faire du télétravail. Si tu n'as pas envie de travailler, reste à la maison. Mais là, à cause du Covid, ça devient un peu primordial le télétravail. Mais tu es payé, tu bénéficies des mêmes conditions salariales que le travail en présentiel. Donc, télétravail aujourd'hui avec le Covid, c'est obligatoire pour tout le monde. Bon, sauf les travailleurs qui travaillent sur les chantiers de construction. Il faut terminer le chantier, donc ils sont obligés d'aller sur le terrain avec le masque Covid, tout ça. Donc, ou même sans le Covid, ils ne peuvent pas faire de télétravail. Travail, c'est bien pour les travailleurs en bureau. Travailler en bureau, tu as ton ordinateur, voilà quoi. Tu travailles avec ton ordinateur et ta matière grise. Sinon, tous les travailleurs en chantier, sur les chantiers de construction, ça ne marche pas pour eux. Si tu mets télétravail, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de travailler. Va ailleurs, quoi. Madame, Voilà. quelles sont vos principales tâches et responsabilités dans ce domaine pour vous? Alors, moi, je fais du commercial et je fais aussi de la technique. Je fais du développement, de la prospection, la recherche de partenaires, d'investisseurs de projets. Je fais des études de faisabilité, donc je fais de l'ingénierie, je fais de la gestion de projet, je fais du management. Euh, je peux même être actionnaire d'entreprise. Voilà, je fais. Et puis, bon, je travaille sur des projets d'innovation qui permettent peut-être un jour de développer une start-up qui pourra répondre à des besoins sur le marché. Et aussi, j'ai développé un réseau d'entreprises avec qui je travaille et avec lesquels, pour ceux qui cherchent des stages ou un travail, parfois je reçois des offres, des annonces de stages ou d'emploi. Et bon, je publie dans mon réseau LinkedIn pour que, voilà, ceux qui sont dans mon réseau, ils puissent voir parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde. Donc, j'utilise beaucoup mon réseau LinkedIn pour publier tout ce qui est annonce de stage, d'emploi, dans mon réseau, en fait. Et puis, bon, bien entendu, comme j'ai dit, j'ai décidé de consacrer une partie de mon temps quand même, voilà, à vous, pour vous éclairer sur la suite et faire de mon mieux, en fait, et vous accompagner. J'espère que vraiment mon intervention a été très claire pour vous et ça vous a permis vraiment de mieux voir dans ce que vous faites et puis d'avoir des perspectives d'avenir, quoi. Savoir où aller, qu'est-ce qu'on va faire. Oui. C'est bon, c'est tout? Vous n'avez plus de... Une petite question, s'il vous plaît. Oui. Quels sont vos conseils pour arriver à atteindre nos objectifs? Quelques petits conseils, en fait. Le premier conseil, ne jamais se décourager. Vraiment. Le monde est fait de telle sorte qu'il y a plein de négatifs qui essayent de vous rabaisser vers le bas, qui essayent de vous dire que ce que vous faites, ça compte pas, ou ce que vous faites, ça n'a pas d'importance, ou ça n'a aucune vision. Mais il faut croire en vous. Vous devez croire en vous. Ayez confiance en vous. Restez courageux, persévérant. Focalisez sur vos objectifs. Entourez-vous surtout de personnes qui ont les mêmes visions que vous. Ne vous entourez pas de gens qui ont l'esprit négatif. C'est-à-dire que dès que vous parlez d'un projet à un ami, il vous dit non, ça ne tient pas la route, je ne pense pas, c'est nul. Peut-être que lui-même, il est encore plus nul que vous, quoi. Fait, il n'a jamais pensé à un projet. Quand il vient s'asseoir pour échanger, un ami qui vient c'est pour juste critiquer les gens, ce que celui-là a fait. Il n'y a aucune autre occupation que ça, quoi. Entourez-vous de gens qui ont la même vision que vous.
des mentors, des personnes qui peuvent mieux vous conseiller, qui peuvent mieux vous comprendre, mieux vous motiver pour vraiment continuer à avancer sur vos objectifs et à les atteindre petit à petit. Ça, c'est très important. Parce que l'environnement compte beaucoup. L'environnement influence beaucoup. Quelqu'un peut être doué, vraiment être un génie, être doué, mais quand l'environnement n'a pas toutes les conditions pour permettre d'atteindre cet objectif, ça permet à la personne d'être un peu déroutée sur son chemin, déroutée de ses objectifs, et on prend du retard, et puis parfois tout tombe à l'eau en fait. Donc, vraiment s'entourer des personnes qui ont la même vision que vous. C'est très important, l'environnement. Et puis, rester persévérant, focus sur ses objectifs. Ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Quand on est au travail, c'est le travail. Il ne faut pas se laisser distraire. Il y a d'autres gens qui viennent avec des énergies négatives pour vous distraire. Faut savoir les reconnaître et puis les bloquer et les repousser très vite de sa vie. Parce qu'ils sont un frein, ils te mettent en retard. Oui. Exactement. Il faut juste les bloquer. Tu les bloques, pam, c'est fini. Mais en les bloquant, en fait, quand on dit, il y a un adage qui dit quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Donc, quand tu vas bloquer l'énergie négative, une autre énergie positive de mieux reviendra. Ça veut dire que ta porte sera ouverte aux énergies positives. Parce que tu as bloqué l'énergie négative. Mais si tu laisses entrer l'énergie négative dans ta vie, à chaque fois que l'énergie positive arrive, le négatif prend le dessus. Hein. C'est comme en maths. Quand tu calcules moins 2 plus 1, ça reste toujours moins 1. Hein. Et puis moins 1, ça n'avance pas. Hein. C'est ça. Hein. Donc, rester positif, s'entourer de personnes positives qui ont la même vision que toi. Vous créez un groupe d'intello et puis vous avancez, chacun avance sur ses objectifs. Vous vous entraidez mutuellement et un jour, qui sait. Surtout ça, c'est important. Alors aujourd'hui, il y a plein de gens qui font appel aux réseaux sociaux. C'est bien les réseaux sociaux, mais il faut savoir que ce n'est pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui est vrai. Donc, il faut avoir une vie privée. Et puis, tu peux avoir une vie sur les réseaux sociaux, hein, mais il faut faire attention à son image. C'est très important, l'image. Quand tu vas avoir une longue carrière, quand tu veux faire plein de choses, il faut faire très attention à son image, très attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, voilà. J'espère que... Mais en fait, Madame Bellarem n'a pas parlé du tout. Je ne l'ai pas entendu. Parce qu'ils ont posé toutes les questions. Il y a quand même une question que tu veux poser. Une question. Réfléchis. Ils n'ont pas posé tout quand même. Il y a quand même une question. Tu es en quelle année d'université? L2, nous sommes tous L2. Ah, L2, ok. Ah, c'est deuxième année, ça va. Donc, c'est un BTS. Et la spécialité? C'est électronique. Ah, c'est bien. Voilà. Ah, mais c'est bien, toi, tu peux faire les systèmes embarqués. Parce qu'en fait, tu fais électronique et informatique. C'est très, très bien. Tu peux après t'orienter, après la licence 3 ou après même ton master en électronique, faire 1 an de master dans des écoles d'ingénieurs comme l'école Math-Méca de Bordeaux pour avoir un deuxième master en électronique, informatique, aéronautique. Non, électronique, système embarqué aéronautique. Et en tant que femme, je t'encourage vivement. Il faut. Oui, non, mais et avec ça, tu peux vraiment travailler pour des sociétés comme Airbus. Vous avez vraiment beaucoup de talent.
Avec l'électronique informatique aussi, tu peux faire énergie renouvelable. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait énergie peut faire aéronautique, mais moi, j'ai choisi énergie. Mais l'aéronautique, le système embarqué, si tu as fait l'électronique informatique, en tant que femme aussi, je trouve que c'est pas mal d'innover ou de créer une machine qui marche seule, qui est pilotée à distance et qui marche seule. C'est génial, hein, et qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est bien. Donc, franchement, je vous félicite pour la filière et vraiment les femmes, je vous soutiens. Je ne dis pas que voilà, les hommes, mais moi, je soutiens beaucoup plus les femmes que les hommes parce que les hommes, vous savez, voilà, vous êtes des hommes, voilà. Les femmes doivent plus se soutenir. Voilà, donc moi, je soutiens beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes, surtout les conseiller de s'orienter dans des métiers où il y a peu d'hommes pour montrer la valeur de la femme. La femme, elle est capable de faire tout. Peut-être mieux même que les hommes. Enfin, je ne dis pas peut-être, mais mieux. Oui. Donc, la filière électronique informatique vous permet de bosser en énergie renouvelable, mais aussi dans la robotique, dans l'automatisation, dans les systèmes embarqués. Et voilà, honnêtement, vous choisissez entre les deux, mais tout est bien. Tout dépend de ce que vous aimez. Si tu aimes plus programmer, va en système embarqué, robotique, automatisation. Va travailler pour les grandes entreprises de transport ferroviaire, aérien, voilà quoi. Maintenant, si tu aimes un peu programmer, tu aimes la physique, tu aimes les systèmes énergétiques, voilà, je te conseille de faire énergie renouvelable. Si tu ne veux pas passer tout ton temps à faire la programmation, rester devant un ordinateur à réfléchir, mais après, quand tu aimes ça et que tu conçois une machine qui est innovante, oh là, tu deviens vraiment la star du monde, hein? Ah oui, même au niveau de l'armée militaire et tout, tu imagines une femme qui découvre une machine nécessaire, vraiment utile pour certains qui répond à certains besoins dans le domaine militaire. C'est bien. Ça, il n'y en a pas encore. Hein. Toujours, on voit que des hommes. Hein. Donc, honnêtement, moi, je vous conseille vraiment d'être très visionnaire, de rester attentif aux besoins du marché et de réfléchir à des projets innovants en rapport avec vos compétences qui vous permettent de marquer votre temps. Surtout les femmes. Girl power. Voilà. Donc, voilà. OK. Non, mais c'est bien. J'aime bien ça. Bravo. Bravo. Et moi, je reste toujours joignable pour vous par mail si vous avez des questions, recherche de stage, orientation, et par rapport à d'autres écoles ou universités. Mais comme vous êtes à l'université, en licence 3, vous pouvez essayer de voir. Il y a des écoles d'ingénieurs comme Polytech qui recrutent en licence 3, mais par contre, il faut vraiment être premier de sa classe. Hein. Moi, par exemple, dans ma promotion, j'avais un collègue qui avait fait la licence 3 en physique. Il était premier de sa promotion. Il était le seul dans notre classe d'ingénieur. Sinon, il faut aller jusqu'au Master 2. Après, tu fais 1 an de Master spécialisation dans une école, dans une université d'ingénieurs comme Mines Paris Tech, École Polytechnique X de Paris, ou il y a l'école MATMECA de Bordeaux aussi qui fait aéronautique, système embarqué, automatique, électronique qui est bien. Voilà, donc voilà, je suis disponible. N'hésitez pas. C'est vrai, j'ai un emploi du temps chargé, mais j'ai toujours un petit temps pour vous. Toujours. D'accord. Merci bien. Du coup, c'est bon, on n'a plus de questions? Bon, vous avez répondu le maximum, je crois. Ça va. D'accord, ok. Ça va. Vous avez fait le maximum. Okay. Bon, je vais vous libérer. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Je vais arrêter d'abord. Laissez-moi arrêter d'abord le enregistrement. Voilà.